Le Grenelle de l'emploi et des métiers du sport organisé par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques reprend. Le thème de cet après-midi, la construction durable des carrières. Travailler dans le sport peut faire rêver, mais lorsque l'on se confronte parfois aux réalités du ou des métiers, certains déchantent. On va parler mobilité professionnelle, attractivité des métiers du sport, qualité de l'emploi et les améliorations nécessaires. Pour débuter cette séquence, j'invite Thierry Teboul, Philippe Diallo, Virgile Caillé et Jean-Paul Hubert à me rejoindre. Thierry Teboul, directeur général de l'AFDAS, Philippe Diallo, président du Cosmos, Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle et Jean-Paul Hubert, responsable de la certification Hop Commerce. Bonjour à tous les quatre. On va parler donc de construire durablement sa carrière. Alors, toute première question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour vous, Monsieur Teboul, avant de débuter l'échange, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots, prenez un micro, sur ce qu'est un OPCO ? Ah oui, c'est une bonne question. Ma mère me pose la question régulièrement. Un opérateur de compétences, d'abord, OPCO est le diminutif d'opérateur de compétences, et vous savez combien dans la formation professionnelle on a l'art d'inventer des acronymes. C'est un opérateur de compétences qui, pour le compte des branches professionnelles, gère les fonds de la formation professionnelle dans une logique de mutualisation. Autrement dit, on récupère des fonds et ces fonds sont ensuite utilisés de manière mutualisée pour l'ensemble du secteur. Deux axes majeurs, à la fois l'apprentissage, puisque ce sont les opérateurs de compétences qui financent l'apprentissage, et évidemment la formation professionnelle et continue. Très bien, merci pour ces explications. Alors on va parler maintenant attractivité. Je posais une question très large. Comment mieux attirer? Alors quand on a préparé cette table, on parlait d'attirer dans les métiers, mais en fait ce serait peut-être plus parler de secteur, de logique de secteur. Virgile? Ouais, alors ça, merci Grégoire, hein, c'est un beau challenge de reprendre par une table ronde en début d'après-midi. Effectivement, parler plutôt de secteur, rentrer sur ce sujet plutôt par le biais du secteur dans son ensemble, avoir une approche holistique du secteur, de la filière, plutôt que de rentrer par métier. Avant de répondre à cette question, je trouve que, sans être trop solennel, je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure tous ensemble de ce qu'on vit aujourd'hui. On est sur une séquence assez inédite où collectivement on s'interroge sur l'attractivité des métiers dans le sport, alors des métiers du sport mais des métiers dans le secteur du sport, et ça c'est une chose assez exceptionnelle. Je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et à tous les ministres qui sont venus ce matin. Ça participe, je trouve, de la reconnaissance générale du sport et de la place du sport dans son ensemble au cœur de la société. Encore une fois, je ne veux pas être trop solennel, mais je pense qu'il faut quand même remettre ce débat, le débat qu'on a aujourd'hui, à un niveau qui est le sien, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait inédit. Alors, la question de l'attractivité des métiers ou du secteur du sport, ça renvoie aussi à un sujet de périmètre. Hein, on se pose toujours la question du périmètre des métiers du sport et on voit bien aujourd'hui qu'on est face à une filière, un secteur qui est en pleine mutation, tout comme la société, on y reviendra peut-être justement. Et donc on a un périmètre qui est de plus en plus large, qui nécessite une remise en question assez régulière et puis qui nécessite également des compétences complémentaires. Et c'est tout l'objet des discussions, des nombreuses réunions, la ministre l'a rappelé ce matin, des nombreuses réunions qui ont eu lieu depuis plusieurs mois maintenant. Donc moi, ce que je trouve assez rafraîchissant, assez exceptionnel dans le sens extraordinaire, c'est ce travail collectif dans l'intérêt général de tous les acteurs, les branches, les OPCO, tous les acteurs qui vont avoir un levier sur ces compétences et sur ces métiers. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Monsieur Diallo. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, de la même manière que Virgile vient de le faire aussi,
vraiment saluer l'initiative qui a été prise aujourd'hui. C'est suffisamment rare de voir un ministère des Sports être en capacité de piloter une interministérielle pour le souligner. Et je pense qu'on est au bon niveau de travail et de réflexion, parce que pour créer des emplois dans le sport, il faut non seulement une implication du ministère des Sports, mais il faut qu'il travaille effectivement en coordination avec d'autres ministères, le travail, la formation professionnelle, l'enseignement et la recherche. Et ça, je pense que c'est assez inédit à ce niveau. Et je me réjouis de la signature d'ailleurs de cette charte, parce qu'elle met en matière de méthodologie, je pense, à un bon niveau la réflexion. Et puis, à côté de ça, sur le contenu, je dois dire que là aussi, moi, je veux souligner la collaboration avec les pouvoirs publics sur le contenu. Parce que depuis déjà plusieurs mois, voire maintenant presque plusieurs années, on sent qu'il y a dans le sport une véritable capacité à créer des emplois. Et ce qui a été décliné ce matin dans la charte, je pense, correspond à la réflexion des différents partenaires sociaux, des différents acteurs. Une meilleure visibilité, des conditions d'attractivité, des passerelles entre les différentes filières. Virgile s'occupe d'articles de sport, moi je suis plus directement dans le sport, on a eu aussi le golf, l'équitation, et tout ça permet, je pense, avec une meilleure transversalité, de pouvoir aller chercher ces emplois. Moi, il y a maintenant 2-3 ans, j'avais donné un objectif pour mon organisation de création de 50 000 emplois sur un quinquennat. Et je me réjouis là aussi de voir que les ministres ont placé la barre plus haut, puisqu'on parle maintenant de 100 000 emplois. C'est un défi, mais je pense que c'est un défi qu'on peut relever, parce qu'il y a énormément de besoins et une forte attractivité de nos secteurs. Le sport, ça fait rêver la jeunesse, et c'est une façon pour beaucoup de jeunes de pouvoir mettre un pied à l'étrier dans le monde de l'emploi. Et donc, de ce point de vue-là, les initiatives qui sont prises, elles sont importantes. Ensuite, pour que ça fonctionne, puisqu'on parle d'attractivité, il faut plusieurs choses. Il faut des financements. Et là, je crois qu'en matière de formation professionnelle, il y a des financements importants. Et mon voisin, Thierry Teboul, est à la manœuvre avec son OPCO, avec les pouvoirs publics, avec le ministère des Sports, de la formation professionnelle, pour aller chercher ces financements. Et moi, je dois témoigner que s'agissant de ma branche, l'année dernière, on avait besoin de 13 ou 14 millions d'euros, et on les a trouvés. L'année prochaine, en 2023, on avait besoin de 18 millions d'euros pour assurer la formation de tout le secteur, et on les a trouvés. Et donc ça veut dire que dans un secteur à profession réglementée où pour avoir accès à l'emploi, il faut se former, ça veut dire que cette question des financements, elle est au cœur de l'accès à l'emploi. Notre deuxième sujet, me semble-t-il, c'est une fois qu'on a ces emplois ou qu'on a cette formation, comment réussit-on à pérenniser ces emplois, à accéder à l'emploi, à les pérenniser. Alors je ne vais pas répéter beaucoup de choses qui se sont dites ce matin et que je partage. Et donc, je voudrais peut-être apporter 2-3 points complémentaires. Pour que ça fonctionne, il faut aussi que nous ayons, partenaires sociaux, des décisions en termes de dialogue social qui mettent l'environnement juridique de nos associations, de nos entreprises dans les meilleures conditions. Une des clés dans des périodes d'inflation telles qu'on la connaît aujourd'hui, c'est par exemple la question des salaires. Une question importante, vous êtes un jeune, vous voulez travailler dans le monde du sport, eh bien il faut des salaires, il faut une attractivité. Et donc on a travaillé avec les partenaires sociaux et nous, entre janvier 2022 et juillet là, on a augmenté les salaires, minima de salaire de 9,5%. Pour faire en sorte que quand vous trouvez un emploi dans le sport, eh bien le niveau minimal de rémunération puisse être attractif pour des jeunes. Et ça, c'est un point important, mais on peut y ajouter d'autres éléments. Je pense à tout ce qui est la prévoyance, la santé, qui peut aussi donner des choses importantes pour des jeunes qui rentrent dans nos secteurs. Et puis plus globalement, je crois aussi que pour qu'on puisse créer des emplois, il y a des éléments de doctrine avec les pouvoirs publics qu'il faut affiner.
Je pense à France Compétences. On a eu, ça a été rappelé ce matin, un certain nombre de difficultés pour créer ou renouveler un certain nombre de certifications, parce qu'il faut que France Compétences, les pouvoirs publics appréhendent mieux un certain nombre de spécificités de notre secteur. Nous avons plusieurs millions de bénévoles. Ces gens-là, ils veulent monter en compétences dans leur carrière, mais pas forcément avoir un travail, puisqu'ils en ont un autre à côté. Et donc, il faut qu'on fasse comprendre à nos France Compétences notamment, que le critère de l'employabilité, qui est un critère important, n'est peut-être pas le seul critère important dans notre secteur pour juger de la qualité et de l'importance de l'emploi. Et puis, je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais peut-être rajouter un troisième point, parce qu'il n'a pas été, je crois, énoncé ce matin. C'est que pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait un environnement économique et social qui soit porteur. Et ça veut dire, qu'il faut que nos associations aient une réflexion sur leur modèle économique. Parce que pour engager des gens et pour leur donner une carrière, il faut avoir les moyens de payer les gens dans la durée. Et donc ça nécessite d'avoir une réflexion sur le rapport entre l'argent public, les subventions des collectivités, de l'État, et puis la création d'un modèle économique qui vous permette de pérenniser votre activité. Et cette question de l'environnement, elle ne touche pas que les associations, mais elle touche aussi le monde des entreprises. Mon voisin, qui connaît bien le loisir marchand, a depuis longtemps une revendication qui est la même que la nôtre, qui est celle, par exemple, pour un certain nombre d'entreprises, des TVA à taux réduit. C'est-à-dire que plus on va donner de compétitivité, plus on va donner d'attractivité à nos entreprises, et plus elles seront en capacité de répondre à la question de l'emploi. Jean-Paul, sur la certification dont on vient de parler, vous n'êtes pas forcément pour les certifications. Alors, c'est pas qu'on n'est pas forcément pour les certifications. Effectivement, en soulignant déjà la belle initiative de cet interministériel ce matin, je dirais que l'interministériel appelle à l'interbranche. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les évolutions en termes de pratiques sportives, on s'aperçoit que la pratique sportive a évolué, notamment après le Covid. Il y a eu un accélérateur où on a de plus en plus de pratiques sportives individuelles, non encadrées, et qui se déplacent de plus en plus aussi dans les magasins de commerce, d'articles de sport et de loisirs. Parce que, en fait, eh bien, s'il y a une attente des clients, comme il y a une attente aussi des pratiquants sportifs auprès de leur club, avec des nouvelles innovations et des approches innovantes en termes d'accompagnement, eh bien, il y a une attente des clients sur des commerces comme des lieux de vie, où en fait, on a de plus en plus de commerces qui mettent en place aussi des sorties sportives, des encadrements sportifs, de la découverte produit. Donc on voit qu'entre ces différents secteurs, il y a des compétences communes. Et ce qui est important pour renforcer l'attractivité des emplois, et notamment on l'a vu ce matin avec des statistiques où on est sur des métiers en entrée qui parfois sont à temps partiel, où il faut cumuler plusieurs emplois, notamment quand on est coach, pour essayer d'avoir une sorte de temps plein, eh bien ça nécessite de montrer quels sont les champs des possibles en termes d'évolution professionnelle, de trajectoire professionnelle au sein de l'ensemble de nos différents secteurs d'activité. Et c'est là-dessus que c'est très très important de montrer ces trajectoires possibles. Il faut savoir que lorsqu'on a des jeunes qui vont se diriger en lycée vers les métiers du sport, les premiers prescripteurs sont les parents qui sont aussi derrière pour accompagner leurs jeunes. Et là, eh bien, quelles sont les possibilités, je dirais, en termes d'évolution professionnelle de mon fils ou de ma fille qui rentrera dans ces métiers. Et c'est cette lisibilité. La certification vient ensuite, mais c'est de travailler en fait sur les emplois ensemble, de montrer quels sont, alors on ne parlait pas de correspondance en termes d'activité et de compétences, et de voir, de mettre en place une lisibilité de parcours professionnel. Virgile, juste après. Oui, non, mais je voulais rebondir sur ce qu'ont dit Philippe et Jean-Paul. Je pense qu'il y a un point qui est quand même très important, et je vais vous faire une confidence. Le sport n'est pas en dehors de la société. C'est-à-dire que le sport ne peut pas rester sur des schémas conservateurs, et on s'y inscrit, ce n'est pas une critique que je fais envers certains, c'est vraiment tous les acteurs du sport doivent accepter cette notion de remise en question. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est dans l'ADN du sport, la remise en question permanente après une victoire, après une défaite, et parfois on oublie dans nos arcanes de remettre tout ça en question.
Le sport, la société évolue, elle se digitalise, il y a des enjeux de transition écologique, ça a été dit ce matin, il y a tout un tas de nouveaux enjeux. On est face à des publics qui vont avoir une carrière professionnelle qui ne sera plus linéaire, en tout cas plus la même que celle qu'on a pu connaître. Donc il faut que nos métiers, nos parcours professionnels s'adaptent à leurs besoins. Ce n'est pas nous qui devons poser un cadre en disant c'est comme ça que ça va se passer. On doit réagir par rapport aux besoins et aux attentes de ce qu'on appelle les clients, c'est-à-dire les gens qui sont sur le marché de l'emploi et qui souhaitent venir par passion travailler dans nos métiers dans le sport. Donc voilà ce que je voulais rajouter, c'est extrêmement important de ne pas être déconnecté de l'évolution de la société. On parlera peut-être tout à l'heure du CDI, CDD. En fait, ce n'est pas des emplois précaires, c'est juste des choix parfois de carrière. Et il faut qu'on arrive à s'adapter aussi à ces évolutions. Thierry, vous qui connaissez aussi d'autres secteurs, c'est qu'il faut penser dans cette logique de secteur? Oui, parce que d'abord, il ne faudrait pas se tromper d'adversaire dans la quête de talent et dans les questions d'attractivité. Le sport est en compétition pour attirer des jeunes dans son secteur avec tous les secteurs et pas seulement entre les secteurs qui sont là ou vos propres secteurs. Et donc il y a un vrai sujet à construire une promesse employeur nouvelle autour du sport et de se poser la question justement de est-ce que cette promesse employeur, elle parle bien aux aspirations par exemple de notre jeunesse aujourd'hui. Vous avez sans doute des enfants, en tout cas moi j'en ai. On voit bien que leur rapport au travail a changé. Et autant qu'un modèle économique, cher Philippe, il y a aussi un modèle managérial à leur proposer. Et quand je dis managérial, c'est la question du rapport au temps de travail, la question d'équilibre vie professionnelle, vie privée, la question des transitions écologiques. Tout ça, ce sont des sujets aujourd'hui qui traversent notre jeunesse et qui rentrent en compte dans les logiques d'orientation de cette jeunesse. Et finalement, ils vont dans une surenchère, à l'heure où je crois que la ministre disait ce matin qu'il n'y avait que 7% de demandeurs d'emploi dans notre pays. On se rapproche de ce que c'est que le chômage structurel à hauteur de 5%. Ça veut dire que la lutte pour attirer des gens dans nos secteurs, elle est très importante. Alors on peut se flageller en se disant « oh là là, où on paye moins bien » ou alors « oh là là, on a des conditions de travail difficiles » ou alors on se dit qu'on retourne ce stigmate et qu'on attaque clairement le sujet en disant « vous voulez travailler dans des domaines qui sont responsables au niveau social, vous voulez travailler dans un secteur qui sont responsables au niveau écologique, venez travailler dans nos secteurs. » Dans un deuxième temps, bien sûr, une fois qu'on les aura attirés dans les mailles de notre filet, on pourra essayer de réfléchir à finalement c'est quoi les passerelles, c'est quoi les correspondances entre nos secteurs. Mais je trouve, et la ministre des Sports a tout à l'heure donné une échéance, c'est la semaine des métiers dans le sport, je trouve qu'on a 6 mois pour trouver les éléments de langage, pour écrire la promesse, au sens marketing RH, la promesse du secteur pour venir travailler chez nous. Et ça, certes, c'est une question économique, mais c'est aussi une question sociétale. C'est-à-dire, si je veux travailler, et vous parliez de comparaison, on a accompagné, nous, la semaine dans les métiers du tourisme, il a fallu qu'on construise en amont une promesse employeur qui permette de dire, vous les jeunes, qui êtes intéressés par travailler en plein air, par travailler dans la nature, dans un métier relationnel, dans un métier qui a une responsabilité sociale, qui a un impact positif au niveau sociétal, vous pouvez venir chez nous. Mais ça, il faut l'écrire, il faut le rédiger, il faut l'objectiver. Et je vous assure que derrière, après, la question de la sécurisation des parcours viendra dans un deuxième temps. Car n'oubliez pas, et je terminerai là-dessus, n'oubliez pas que ces salariés ne nous appartiennent pas, que la loi à venir, elle porte un drôle de nom, elle s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les jeunes d'aujourd'hui, ils aspirent à choisir quelque chose. Donc nous, on doit travailler l'offre et les laisser choisir. Mais on ne pourra pas de toute façon se dire qu'ils nous appartiennent, qu'on va essayer de les garder, etc., etc. Ils iront là où le vent les mène. Les portes. Pour Ça, prolonger pour le président de la Fédération de voile. le propos de Thierry que je partage, ça pose effectivement, parce que la charte qui a été signée ce matin, c'est une charte interministérielle, mais interbranche. Et je pense que ce deuxième aspect, il a un aspect extrêmement important, parce que, comme vient de le dire Thierry, ça pose la question de la communication cohérente et harmonisée entre nos différentes branches, et pour faire en sorte qu'il y ait une communication qui puisse être transversale entre les différentes branches. Et puis plus profondément, il y a, avant le Covid,
toute une initiative qui avait été engagée par le gouvernement pour faire en sorte que les branches se rapprochent. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, et ce matin, le fait d'être tous réunis, à la fois interministériels, mais aussi avec toutes les branches qui, d'une manière ou d'une autre, parlent de sport, plaide dans ce sens. C'est-à-dire d'avoir une collaboration plus approfondie, parce que les questions qui se posent dans l'ensemble de nos branches sont souvent très similaires, puisqu'on retrouve des spécificités qui nous sont similaires en termes de temps de travail, en termes de temps de week-end, en termes de carrière et de précarité, d'environnement économique et social, de rémunération. Et tous ces éléments-là plaident pour un approfondissement des dialogues entre les différentes branches. Je ne vais même pas jusqu'à rapprochement des branches définitives, mais je pense que la question sera certainement un moment sur la table pour faire en sorte qu'on puisse avoir, en termes de lisibilité, un grand environnement ou un grand ensemble sport qui ne nierait pas les spécificités des uns ou des autres, mais qui ferait qu'il y ait une cohérence d'ensemble entre le monde des articles du sport, entre l'équitation, entre le golf, entre le loisir marchand au sens large, parce que tout ça, c'est un environnement qui, à mes yeux, représente une cohérence dont le cœur est le sport. Et donc, si on arrive, et je pense qu'on est en train d'y arriver, l'initiative de ce matin nous y amène, à avoir des communications qui soient le plus communes possible, à avoir des démarches en termes de contrat de travail, en termes de temps de travail qui puissent être harmonisées, de ce point de vue-là, je pense qu'on aura tous à y gagner et que c'est par cette voie-là qu'on aura une capacité à relever le défi qui est le nôtre, qui est le défi des 100 000 emplois, si j'ai bien entendu ce matin, à créer dans notre secteur. Communication commune. Oui, exactement. Si on tire le fil de notre discussion, il y a la nécessité d'être complémentaire. On parlait tout à l'heure de parcours professionnel. C'est presque pas un métier qu'il faut proposer à tous les gens qui souhaitent venir dans notre filière, dans notre secteur. C'est plus un parcours professionnel. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'aura plus la même linéarité dans notre carrière professionnelle. On ne va pas rester 10 ans, 20 ans dans la même boîte. Il y a peu de chances que ça arrive aujourd'hui. Donc il va falloir que les gens qui viendront sur notre secteur, sur notre filière, sport, loisirs, etc., eh bien, soient en capacité, au travers des qualifications, des blocs de compétences qu'on saura leur proposer, eh bien, passer d'un mouvement associatif, d'une entreprise, d'une start-up, d'un événement, et donc d'être en capacité de faire toute une carrière au sein du secteur sport au sens très large. Juste avant de vous donner la parole, Jean-Paul, Thierry, vous vouliez réagir? Oui, ça coûte très très cher de former des gens pour rentrer dans nos métiers. Et donc, il y a un sujet d'amortissement de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que, encore une fois, former quelqu'un pour qu'il reste 2 ans, ça oblige à se dire, particulièrement dans des métiers réglementés, qu'il faut recommencer la fois d'après. Et c'est vrai que c'est une course sans fin à trouver les fonds de formation qui permettent de gérer ce fameux turnover. Voilà. Donc, c'est très important que la promesse soit construite en respectant évidemment les parcours. Et c'est ça qui fera qu'on aura besoin peut-être de moins d'argent pour former des personnes si on les garde un tout petit peu plus longtemps. Encore une fois, ils feront ce qu'ils voudront. C'est eux qui décident de leur carrière. Mais néanmoins, le fait de se construire une promesse, et je reviens sur cette promesse, elle est très importante, de carrière dans l'entreprise, ça permet de concilier le discours qu'ils entendent depuis qu'ils sont tout petits. Vous ne ferez pas comme papa, maman. En fait, en l'occurrence, c'est plutôt comme nos grands-parents, toute votre carrière dans la même entreprise. Mais mieux maintenant, la promesse de la génération d'après, c'était vous ne ferez pas le même métier tout au long de votre vie. Mais ça, il faut quand même que ça ne dure pas que 2 ans, parce que sinon, l'argent qu'il a fallu mettre sur la table pour former pour 2 ans, il n'est jamais amorti. Et si on reste sur la même branche, parce que vous disiez que l'ennemi était à l'extérieur, autant qu'il reste dans cette branche du sport. Oui, mais à ce moment-là, il faut construire des logiques de mobilité à l'intérieur de la branche. Il faut être capable de décrire les emplois comme il faut, c'est-à-dire de dire qu'à partir de tel socle de compétences, on peut aller vers tel autre métier, tout en exploitant ce qui a été fait là, et peut-être sortir d'un discours enchanteur et un peu trop facile de dire le sport développe des valeurs formidables, le culte de la performance, etc., etc. Oui, mais ça ne fait pas un socle de compétences, ça fait des personnalités. Je crois que ce qu'il nous faut construire aujourd'hui, c'est un autre discours que le sport c'est formidable, ça donne des valeurs incroyables qui satisferaient l'entreprise. À telle enseigne que quand on regarde ce que font parfois certains sportifs dans les entreprises, ils font juste le VRP
de quelque chose, mais on ne les voit pas travailler dans le métier de l'entreprise. Donc il y a un vrai sujet à raisonner compétences dans cette histoire et pas seulement valeur. Jean-Paul, comment est-ce qu'on peut donner des perspectives sur le long terme? Pardon ? Comment est-ce qu'on peut donner des perspectives sur le long terme? Sur le long terme, en fait, je rejoins Thierry sur cette idée, mais on va dire que sur le secteur, en fait, il y a un secteur d'entrée. On est quand même sur un métier passion. Le métier passion parce qu'on part d'une pratique sportive et on veut en faire son métier. Et généralement, dans les cœurs de métier, on rentre par coach sportif ou entraîneur sportif. On est sur ce métier passion. L'idée, c'est vraiment de bâtir une complémentarité sur du long terme. Je partage totalement. Ça ne sert à rien qu'une personne rentre 2 ans sur un secteur d'activité pour partir aussitôt après. Mais c'est comment bâtir sur le long terme les champs des possibles et donner des perspectives. Alors certains resteront dans leur branche initiale, effectivement, parce qu'il y a des opportunités, mais d'autres ne pourront pas saisir ces opportunités. Et là, c'est le salarié, enfin le futur salarié qui est au centre du cœur du dispositif, où il faut lui donner plusieurs possibles. Et cette complémentarité, elle va se construire sur du long terme, en fait, en termes de trajectoire professionnelle et en termes de parcours professionnel. Virgile et Philippe. Juste là-dessus, soyons honnêtes, bien souvent, on a travaillé un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que quand je dis travailler à l'aveugle, c'est qu'il manquait, et il manque encore dans le sport, une partie d'objectivisation de la situation réelle. Et donc, je pense que depuis déjà maintenant quelques temps, à travers notamment les OPCO, on a travaillé à objectiver la situation de l'emploi et surtout à se projeter, c'est-à-dire quand on parle d'emploi, où seront les emplois de demain? Mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas déjà obsolète? On travaille justement, on vient de sortir notamment une étude prospective, justement une cartographie prospective des emplois, justement pour pouvoir indiquer aux jeunes où est-ce que seront les emplois de demain. Et donc ça permet déjà d'identifier un marché du travail à venir et donc d'optimiser les formations parce qu'il faut former des jeunes sur des métiers qui existeront demain. Et donc ça nécessite de se doter des outils d'une part de prospective et puis ensuite, et j'ai entendu ce matin, et je partage évidemment ça, c'est de pouvoir en faire un suivi et un bilan, c'est-à-dire de pouvoir de manière beaucoup plus précise savoir comment se créent les emplois, où ils se créent et comment ils se pérennisent. Ça aussi, c'est des éléments d'objectivation qui sont extrêmement importants à avoir en tête. Et puis moi, je voudrais aussi, puisqu'il y a des chartes, je pense qu'aussi, il y a maintenant, pour nous accompagner, il y a tout un environnement législatif, réglementaire, qui doit bouger. Il doit bouger. Il y a une loi travail qui doit venir au mois de juin. Je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour commencer à faire bouger un certain nombre de lignes. Je pense par exemple à faciliter les certifications. Nous sommes dans des secteurs qui ont un certain nombre de spécificités. J'ai évoqué tout à l'heure France Compétences, les questions de dialogue et de doctrine. Eh bien, il faut qu'on fasse, à travers le législateur, mettre peut-être dans des meilleures conditions France Compétences pour que demain, nos certifications, elles puissent être appréhendées par les pouvoirs publics dans des meilleures conditions et qui puissent permettre de faire en sorte qu'il y ait une facilité pour cet accès à la formation. De la même manière, je l'ai évoqué sur le modèle économique et social, il y a certainement là aussi des lignes à faire bouger. J'ai évoqué les questions d'environnement fiscal. Certains ont pu avancer des questions, par exemple, de mécénat sportif qui pourraient être tout à fait intéressants pour des associations. Parce qu'encore une fois, sans des employeurs, des associations, des entreprises qui ont une réalité économique, il sera extrêmement difficile de bâtir des carrières et de pérenniser l'emploi. Donc les deux choses doivent marcher, entre guillemets, chacun doit marcher sur le bon pied pour avancer à la fois d'une partie de prospective, de certification et d'environnement économique et social qui permettent de pérenniser dans le temps ces structures sportives. Virgile. Oui, je pense que c'est important, et ça a été dit par la ministre ce matin, c'est une étape aujourd'hui, ce Grenelle. Il était essentiel, il a une charge symbolique extrêmement forte, et vous le voyez, on est tous réunis, il semble y avoir véritablement un consensus total sur les directions à prendre, mais c'est une étape, il y aura un prolongement. Et moi, je crois aussi, et Jean-Paul l'a évoqué tout à l'heure, il faut absolument qu'on soit capable de cette remise en question permanente, d'être humble, d'être à l'écoute du marché, parce qu'on va vivre des profondes mutations. Ça a déjà commencé, mais ça va s'accélérer, ça s'est accentué pendant la crise Covid et ça va continuer.
mutation dans la façon de consommer le sport, et j'utilise volontairement ce terme-là, qui va engendrer des nouveaux besoins en termes de métiers. On a évidemment le tourisme sportif, le sport santé, tout un tas, le sport en entreprise, tout ce qui concerne la transition écologique, l'éco-conception dans notre secteur, dans notre branche. C'est énormément de nouveaux métiers. Ça a été dit par Thierry, Philippe et Jean-Paul. J'insiste là-dessus. Il faut qu'on soit capable d'être à l'écoute de ces cohortes, de l'évolution des métiers, de l'évolution des aspirations des gens qui vont venir sur notre secteur. Je pense aux jeunes, évidemment, mais pas que, parce qu'on est une filière aussi de formation continue et de réinsertion. Nous, on rencontre pas mal de gens qui ne sont pas forcément jeunes et qui ont envie de travailler dans le sport pour donner un sens à leur carrière. Et donc, il faut qu'on soit en capacité d'écouter l'évolution de ces métiers et rapidement d'adapter ça en matière de qualification et d'accompagnement et de parcours professionnel. Juste un petit mot sur, on vous parlait de la passion, on travaille dans le sport, mais il y a quand même quelques irritants, Jean-Paul. Quels sont-ils et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils ne soient plus irritants, justement? Après, il faut s'amener à réfléchir sur les organisations. On le disait tout à l'heure, c'est parfois difficile, et Thierry l'a évoqué, de rentrer dans un secteur d'activité où, effectivement, par exemple, on va travailler le dimanche. Alors que le dimanche, on a des compétitions de prévues parce qu'on a l'amour du sport, on est encore compétiteur et en même temps, il faut travailler. Donc en fait, c'est aussi des réflexions que doivent avoir au sein des branches professionnelles sur les évolutions en fait, des organisations et de voir quelles peuvent être les organisations innovantes qui seront mises en place pour attirer en fait, ces jeunes et puis aussi ces personnes qui sont en reconversion, parce qu'on a aussi des personnes qui sont en reconversion et il faut penser surtout aussi aux bénévoles, parce qu'on a beaucoup de personnes qui rentrent par le bénévolat, qui vont accumuler une expérience professionnelle à travers leur pratique de bénévole, et puis qui vont peut-être être en reconversion et vouloir venir dans nos secteurs d'activité. Il ne faut pas le négliger, on ne vise pas que des publics aussi de formation initiale, et là, ces trajectoires professionnelles peuvent être très intéressantes. Thierry ? Oui, je pense qu'il faut faire attention à cette notion de passion, parce qu'elle nous amènerait à cautionner quelque chose qui serait la fin justifie les moyens. Je pense que la passion peut être un levier d'attractivité, mais ce n'est pas quelque chose qui va sécuriser la personne dans le secteur. Moi, je le sais d'autant plus qu'à l'AFDAS, on gère le sport et la culture. Il y a un vrai sujet en ce moment de désaffiliation sur la question de la culture. Et finalement, c'est des choses qu'on fait par passion, travailler dans le monde culturel ou travailler dans le monde du sport. Eh bien, en vérité, ça ne suffit pas à garder les gens dans le secteur. Il faut qu'on sophistique un tout petit peu l'offre quand même aujourd'hui et qu'on travaille, et je crois que la ministre l'a rappelé ce matin, sur la qualité de l'emploi dans nos secteurs, et que la promesse, elle ne s'arrête pas à dire « vous allez voir, c'est formidable, on a vu la passion ». En plus, il y a un écran qui pourrait devenir un écran de fumée si on n'y prenait pas garde, qui sont les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir autour des Jeux une médiatisation du sujet, on va dire c'est formidable, on risque d'avoir des publicités qui vont faire des promesses. Or, il n'y a rien de pire qu'une promesse non tenue, notamment avec cette jeunesse qui après vous en veut pour longtemps. Donc je crois qu'il va falloir faire très attention, peser les mots, peser les éléments de langage et dire que votre passion, elle peut s'exprimer ici, mais n'oubliez pas que notre jeunesse a une petite tendance schizophrène à dire que ma passion, je la vis à un endroit et mon métier, je le vis à un autre endroit. Et si j'ai envie de vivre ma passion, je vais le faire autrement, sous des engagements autres, faire du sport autrement. Et il faut faire gaffe à ça, parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas vu arriver ce mouvement-là et qui n'ont pas vu les évolutions sociologiques dont parlait Virgile. Juste, je vous garde, on va terminer, il nous reste quelques minutes sur les solutions. On l'a entendu, c'est travailler interbranche. Ça, c'est la solution. Et par rapport aux annonces qui ont été faites ce matin, qu'est-ce que vous retenez ? Alors, sans tomber dans l'IAC à faucon, parce que ça, c'est quand même ce qui nous guette tous. Mais néanmoins, je trouve qu'il faut se donner des jalons dans ce qu'on est en train de faire. Et la ministre des Sports l'a dit, le Grenelle, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Donc, si on doit poser des jalons, on sait qu'on a des échéances qui sont un travail sur les certifications et sur la lisibilité des diplômes. Je crois qu'il faut qu'on se mette autour d'une table avec tous les
détenteurs de certification, mais aussi tous les professionnels, parce qu'une certification toute seule, ça n'a aucun sens. Il faut travailler avec l'adéquation entre ce que les professionnels attendent et les certifications pour lesquelles les gens se préparent à venir travailler dans nos secteurs. Et puis, il y a quand même un sujet, et ce sujet, elle l'a rappelé en octobre avec les Jeux Olympiques, de réinscrire tout ce que nous faisons dans cette dynamique de construction d'éléments de langage pour venir travailler dans le sport. Et si on prend les sujets un par un, c'est-à-dire qu'il y a les Jeux, il y a la Coupe du Monde de rugby, et on peut avoir cette fameuse tendance à se dire chaque événement a son autonomie dans sa façon de porter un sujet. Si on écrit une histoire, et je pense qu'il y a une histoire de récit là pour le sport aujourd'hui, et si on dit qu'on ne va pas travailler dans un des métiers du sport, parce qu'on va s'épuiser les uns les autres à investir dans chacun des métiers, mais venez travailler dans les métiers du sport ou dans le secteur du sport, alors là, je pense qu'on tient quelque chose d'assez nouveau en la matière, et que finalement, on va moins subir, vous savez, moi, je reçois plein de jeunes d'amis qui viennent me dire « j'aimerais bien travailler dans le sport et dans la pub ». Alors, ils vont dans une agence de pub qui a une section sport. Oui, mais en fait, on ne lui a jamais fait la promesse de ce que c'était que de travailler dans le sport. C'est la pub qui lui fait la promesse de potentiellement se spécialiser dans le sport. Il faut qu'on arrive à retourner ça. C'est-à-dire qu'on arrive à dire qu'on part du sport et que dans le sport, on peut travailler dans le développement, on peut travailler dans l'éducation au métier du sport, on peut travailler au marketing du sport, on peut travailler aux ressources humaines dans le sport, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à retourner. Quand je dis Yaka Faucon, c'est pas si simple que ça, parce que ça veut dire qu'on se met tous d'accord ici pour éviter un discours concurrentiel entre nous sur « non, viens faire éducateur, c'est mieux que vendeur », par exemple. Virgile ? Oui, alors, mais absolument d'accord avec Thierry, et j'insisterai sur la diversité des métiers, et tu posais la question de savoir quelles seraient les solutions. Ce qui a été présenté ce matin par la ministre, on y adhère tous, je crois, et je pense que ce sont les bonnes directions. Mais il faut arriver effectivement à illustrer, à exprimer, à raconter au travers d'un récit la diversité des métiers que notre filière, notre secteur propose. Je vais prendre juste un exemple, parce que peut-être qu'on saura l'illustrer tout à l'heure avec des interventions, mais juste un exemple, moi, qui m'a vraiment frappé. Au sein de notre organisation patronale, on a également des entreprises qui fabriquent des terrains de sport. Et pour moi, la personne qui travaillait sur le gazon, c'était un jardinier, quoi. Mais aujourd'hui, ce sont des chimistes, des scientifiques, des ingénieurs qui bossent sur ces sujets-là. Et jamais de la vie, j'avais imaginé qu'il fallait ce degré de compétence, qu'il fallait avoir, qu'il y avait une diversité de métiers dans la construction d'un terrain de sport. Donc, je prends cet exemple-là, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en gros, ça illustre quand même cette diversité qui va évidemment du face-à-face pédagogique, mais qui va jusqu'au métier de vente. Cécile parlait ce matin de supply chain, de logistique, tout un tas de métiers où tout un chacun peut trouver sa voie et son parcours professionnel tout en travaillant dans le sport, et c'est ce que décrit Thierry. Jean-Paul, un dernier mot sur ces solutions. Je dirais que ce qui a été dit ce matin, c'est que le sport est stratégique pour notre économie. On est sur des emplois qui sont non délocalisables, des emplois de proximité qui assurent un maillage territorial. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut travailler en termes de prospective. Il y a une évolution des pratiques. Il y a une évolution en termes, je dirais, de pratiques sportives. Il y a une évolution aussi des attentes par rapport aux magasins de sport comme lieu de vie. Donc on a tous intérêt à travailler ensemble, saisir ces évolutions, appréhender ces évolutions pour les mettre au sein de parcours de compétences, en fait, et puis répondre aux challenges de demain en complémentarité, parce qu'il y a cette notion de trajectoire professionnelle qui est importante, avec des secteurs qui seront des secteurs entrants, et puis d'autres secteurs qui seront des secteurs accueillants après plusieurs années passées en parcours professionnel. Philippe ? Je trouve que ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a un bon alignement des planètes. Bon alignement des planètes parce qu'on a des événements sportifs qui vont capter la lumière, c'est-à-dire la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. La conséquence de ces deux événements, c'est qu'il y a une mobilisation de l'État. Et elle est essentielle par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, parce que mon voisin est quelqu'un qui s'occupe de formation et de financement de formation professionnelle. Nous-mêmes, nous sommes des partenaires sociaux. Et donc, dans tous ces éléments-là,
on voit bien que pour avancer, il y a une nécessité d'avoir une harmonie et une collaboration très étroite entre les services de l'État et les gens de terrain. Et pour ça, aujourd'hui, on voit bien, et la signature ce matin de la charte, Jean Perse en est l'illustration, c'est qu'on est dans un moment très fort de mobilisation de l'État autour des grands événements sportifs qui nous permettent de créer une dynamique. Notre rôle, à nous là, et à vous, c'est d'aller assez loin dans cette dynamique jusqu'au JO 2024 pour que cette dynamique, elle ne s'arrête pas après les JO. Parce que par expérience, on sait bien que lorsque la lumière s'écartera, il peut y avoir une démobilisation. Et nous, notre rôle dans le monde du sport, ça va être de faire en sorte que dans les 18 mois qui nous restent, on puisse, avec les services de l'État qui sont mobilisés, enclencher une dynamique tellement puissante qu'elle puisse se prolonger après les JO. Et donc ça passe par la feuille de route qu'on a vue là, et donc d'avoir, je pense, dans les 18 mois, un certain nombre de résultats probants pour montrer à tout le monde que notre secteur est créateur d'emplois, qu'il est aussi un facteur d'inclusion dans la société. Et on a évoqué un certain nombre de sujets ce matin, je pense à du stade à l'emploi, mais je vois Jean-Philippe Assensi avec ses causes d'insertion sportive. Qui interviendra tout à l'heure. On a aussi une dimension d'inclusion sociale qui est extrêmement importante dans un pays qui est un peu fracturé. Le sport est un des ciments de la société. Et tout ça, il faut qu'on réussisse dans les 18 mois à le montrer de manière suffisamment probante pour que nous soyons un terrain d'inclusion d'une jeunesse qui est parfois à l'écart du monde de l'emploi, et puis pour les autres, pour leur offrir une perspective. On a aujourd'hui la chance d'avoir un État mobilisé, profitons-en pour collaborer avec lui, pour faire bouger les lignes d'un point de vue législatif et réglementaire, parce que tout n'est pas encore aligné. Moi, je pense que j'ai des exemples. La période de pro, par exemple, qui a disparu chez nous, était très adaptée à notre secteur. On l'a remplacée par une Pro A, qui est moins adapté, peut-être qu'il y a une réflexion et des choses à faire évoluer en la matière. Donc des solutions, y compris techniques en matière sociale, fiscale, de contrats de travail adaptés, je pense au CDI intermittent, tout ça, ce sont des éléments qui, je pense, sont présents pour nous faire gagner ce défi de l'emploi. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Je vais vous garder quelques minutes. Nous avons avec nous deux employeurs, je vous propose qu'on les écoute, la vision de Sport 2000 et de la Compagnie des Alpes, Barbara Stankovic, DRH Sport 2000, et François Debroux, directeur général Évolution 2 à la Compagnie des Alpes. Bonjour à tous les deux, on va commencer par vous, Barbara. Est-ce que, déjà, vous êtes d'accord avec ce que nous venons d'entendre, et quelles sont les réalités du terrain ? Bonjour, oui. Est-ce que vous pouvez vous lever, Bien que sûr. ceux qui nous suivent par Internet Bonjour. puissent vous voir ? Alors, on est tout à fait une illustration de tous les propos qui se sont tenus. Sport 2000, c'est une coopérative. On est à peu près 3500 salariés sur l'ensemble du territoire français. On a coutume de dire que Sport 2000, c'est des patrons d'entreprise qui ont l'accent de notre terroir. Donc, on est vraiment implanté dans les régions avec un emploi local, donc dans des villes assez moyennes en France. Étant une coopérative, notre siège social qui est situé en Île-de-France, il y a 130 salariés, des métiers très très divers, pas simplement des métiers tournés vers le sport. On vend des articles de sport, on a besoin de tous les métiers. Et ce que Cécile a expliqué ce matin sur le supply chain, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Pour nous, les nouveaux métiers, c'est tout ce qui est lié à la digitalisation, tout ce qui est lié à la logistique. C'est aussi nos marques, nos partenaires qui nous font évoluer, qui nous demandent de centraliser des commandes, centraliser de la facturation. Donc vraiment des gros besoins dans notre secteur d'activité sur la logistique, sur la finance, mais aussi des métiers comme le marketing digital, le concept, des métiers comme ça. On recrute des vrais sportifs, on va dire, des gens qui étaient des champions, qui trouvent une vraie reconversion chez nous, que ça soit dans les magasins. Donc souvent, les gens pensent qu'un vendeur a besoin d'être un ancien sportif. C'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. On a aussi des sportifs de haut niveau qui ont trouvé des reconversions, que ça soit dans les métiers juridiques, au contrôle de gestion chez nous. Voilà, donc pour ces points-là. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est en termes d'emploi, on va recruter aussi bien des métiers très techniques, des bacs +5, des profils très pointus, mais aussi des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont des fois dans des régions où ils ne trouvaient pas leur place. On leur permet d'intégrer notre réseau, des magasins.
Ils commencent sans diplôme. Grâce à l'Opcommerce, on peut leur faire passer des CQP, les certifier, et à ce moment-là, ils prennent de l'assurance. Et on a des gens qui finissent en reprenant en VAE des études, ou qui des fois ont les ailes qui poussent et se mettent à devenir sociétaires chez nous et à reprendre des magasins. Donc des beaux parcours. Et puis le petit challenge que j'ai maintenant, c'est plus tellement de recruter des sportifs, parce que quand on s'appelle Sport 2000, c'est facile d'attirer les gens du sport, mais c'est aussi de dire aux autres profils, même si on n'est pas sportif, venez travailler chez nous. J'espère que je vous inciterai à faire du sport. On a été l'entreprise la plus sportive de France pendant 3 ans, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a plein de métiers qu'on peut faire, même quand on n'est pas sportif soi-même, et c'est des métiers assez passionnants. Merci beaucoup, Barbara. Monsieur Debrou. Bonjour à tous, merci de nous permettre d'intervenir. Donc, pour le groupe Compagnie des Alpes, qui est un opérateur de loisirs dans les domaines skiables et les parcs de loisirs, et qui depuis 2021 pilote un réseau d'écoles de ski et d'écoles d'aventure qui s'appelle Évolution 2, basé principalement dans les Alpes du Nord, en Tarentaise, en Haute-Savoie. Et donc, on travaille avec des pros sur les skis, dans l'eau, sur la terre, avec des moniteurs de ski, des moniteurs d'eau vive, des moniteurs de VTT, j'en passe et des meilleurs. Je me retrouve évidemment, bien évidemment, dans tous les thèmes qui ont été abordés sur cette table ronde et aussi ce matin. 3 points sur lesquels je voudrais revenir. 2, juste là à présent, c'est la notion de polycompétence et de polyformation, et d'évidemment être capable de répondre aux enjeux de saisonnalité chez nous, et de se dire le modèle du moniteur de ski charpentier, moniteur de ski maçon, ça a eu marché, est-ce que ça continuera de marcher? C'est pas gagné, donc du coup on imagine plutôt d'avoir des moniteurs de ski qui sont aussi moniteurs de VTT ou guides de raft, mais pourquoi pas avoir des pisteurs secouristes qui deviennent moniteurs de raft, avoir des employés de remontée mécanique qui eux peuvent se mettre sur leur vélo puisqu'ils en font tous les week-ends. Donc tout le développement de certification et de modification de la manière d'accéder à ce type d'emploi sur des saisons qui sont du coup des saisons différentes de ce qu'on avait, un modèle hiver-été qui était très très disjoint, là pourrait permettre à des gens d'être dans le sport ou en tous les cas d'être dans le tourisme sur l'ensemble de l'année. Deuxième point, du coup, j'ai parlé de tourisme, c'est pour nos travailleurs et pour l'ensemble de nos intervenants qui sont en milieu touristique, il y a une vraie problématique qui doit se retrouver chez un moniteur de voile qui travaille sur l'île de Ré, c'est que s'il faut qu'il rentre 30 km dans les terres, dans l'arrière-pays Rochelet, chaque soir pour pouvoir se loger décemment, mais en fait on retrouve exactement ces mêmes problématiques chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un moniteur de VTT, il est à peu près sûr que son VTT dormira à Chamonix. Par contre, lui, il n'est pas sûr de dormir à Chamonix le soir, il risque d'avoir à se loger loin. Donc du coup, ce sont des choses sur lesquelles nous, en tant qu'employeurs, on réfléchit, on travaille au niveau du groupe Compagnie des Alpes, pour nos salariés, des métiers, on va dire, des métiers historiques, mais aussi pour ces nouveaux métiers qu'on a avec le réseau EVO2, de se dire comment est-ce qu'on est capable, du coup, de permettre à des jeunes diplômés, de permettre à des gens qui rentrent dans le milieu du travail d'accéder à un logement qui soit un logement peut-être temporaire au départ pour démarrer, mais qui lui permettent de rentrer dedans, puisque c'est quand même un vrai sujet qu'on vit. Voilà. Et puis le troisième et dernier point, et j'espère que je ne vais pas être trop long, c'est un retour sur le graphique, je vais être sûr de ne pas me tromper, de Monsieur Vicard ce matin, ce beau graphique qui montre que le nombre de travailleurs indépendants dans le sport a plus que doublé depuis les années 2008. C'était traditionnellement un métier, le travailleur indépendant, donc le moniteur artisan qui avait une carte de moniteur et une carte d'artisan. Du coup, c'est plutôt historique d'avoir des travailleurs indépendants, et ça s'est généralisé du coup sur l'ensemble des sports. Donc on fait intervenir des pros qui travaillent sous statut de travailleurs indépendants pour des raisons d'une part de flexibilité de l'emploi et pour d'autre part pour des raisons de fiscalité avantageuse pour eux comme pour les organisateurs de sport, et en fait quelque chose qu'on pourrait voir comme étant un super régime de Formule 1 pour des jeunes travailleurs qui ont l'impression d'être les rois du monde, puisque dès le départ ils ont ce statut de travailleurs indépendants qui font qu'ils sont leurs propres patrons. On ressent quand même une sorte d'ubérisation du sport pour nous. En fait, on se retrouve avec des gens qui, sur le très court terme, en début de carrière, ont vraiment l'impression de mener leur propre carrière, mais qui, dès qu'ils commencent à avoir des engagements familiaux, de stabilité, qu'ils ont envie de pouvoir accéder à du logement dur, etc., ils se retrouvent face à un statut qui est nettement moins favorable. Et donc, du coup, c'est là que, pour éviter qu'ils ne cèdent à des sirènes qui sont d'aller se vendre sur une plateforme typée Uber, sur des plateformes du sport à Megève en pleine vacances de février à des tarifs prohibitifs, c'est de les aider, de les accompagner à dire il y a une vie dans une organisation de vie à l'année, et qui puisse permettre d'avoir un modèle où vous pouvez vous développer une carrière dans le sport ou une carrière dans les sports. Donc vraiment, merci bien pour les interventions. On se retrouve vraiment là-dedans. Et nous, ça fait partie de nos enjeux pour le futur très très proche. Voilà, merci beaucoup, merci à vous.
Nous allons maintenant illustrer ces propos avec 2 dispositifs qui sont mis en place, notamment dans le cadre de la feuille de route interministérielle du développement de l'emploi par et dans le sport. J'appelle Madame Kathleen Agbo et Messieurs Grégory Bellost et Jean-Philippe Assanzi à me rejoindre sur scène. Petit mot pour vous dire que ce document de synthèse est disponible à l'entrée du Grenelle, donc vous pourrez le récupérer à l'issue de cet après-midi. N'hésitez pas, donc toute la synthèse des données relatives à l'emploi, tous les chiffres que vous avez vus ce matin et que vous allez voir tout à l'heure. Kathleen Agbo, conseillère en charge de l'accompagnement vers l'emploi au ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Grégory Bellost, directeur de projet Les clubs sportifs engagés. Et Jean-Philippe Assanzi, président Agence pour l'éducation par le sport, l'APELS. Bonjour madame, bonjour messieurs. Vous allez nous présenter des dispositifs qui illustrent donc la structuration de la filière sport afin de répondre aux enjeux liés aux métiers émergents. Et ici, les métiers de l'insertion professionnelle grâce au sport. On va commencer par vous, madame Agbo. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce dispositif et pourquoi ce soutien les clubs sportifs engagés? Oui, donc peut-être rappeler un peu la genèse de cette idée qui a émergé lors de la signature de la feuille de route le 7 novembre dernier entre les ministres. Alors je vais aller un petit peu vite et pas citer l'intégralité des sigles. Donc chargé de l'emploi, des sports et de la formation et de l'enseignement professionnel. Et l'idée, c'était de pouvoir lancer, d'appuyer les clubs de sport dans ce développement de l'emploi et dans l'insertion professionnelle via le sport. L'initiative, elle repose sur le constat d'initiatives individuelles de certains clubs et le besoin de passer à l'échelle. On parle souvent de passage à l'échelle dans les dispositifs d'emploi. La caractéristique qu'on a sur les politiques d'emploi, c'est que souvent, on va s'appuyer sur des initiatives expérimentales. On va beaucoup essayer de faire travailler ensemble les acteurs, de lancer des initiatives, des expérimentations. Et là, l'idée maintenant, c'est d'aller plus loin et de structurer une offre de service pour que les clubs qui mettent en place ce type de dispositif, et on y reviendra, puissent être appuyés dans cette offre de service pour avoir une communauté des clubs et pour aller plus loin dans le développement de l'emploi et dans l'insertion professionnelle via l'emploi. Donc depuis le 7 novembre, on a travaillé en lien avec les administrations. Donc l'équipe, Grégory, va développer le projet de feuille de route puisqu'il y a eu un certain nombre de réunions pour essayer de développer une offre de service qui va être présentée au club. Et aujourd'hui, on va vous présenter les grands principes. Ce n'est pas totalement finalisé, mais l'idée, c'est que vous ayez en tête les grands principes de l'offre de service qu'on propose. Donc c'est une initiative qui est soutenue par le ministère des Sports et le ministère du Travail. Elle s'illustre aussi, elle repose sur une capitalisation qu'on a pu faire sur les entreprises s'engagent, qui est une initiative soutenue par le ministère du Travail, qui veillait finalement à rassembler des entreprises qui étaient engagées par ailleurs sur les sujets d'insertion, alors insertion au sens large, des jeunes, des personnes handicapées, des seniors, voilà. Et donc, à travers cette initiative portée par le haut-commissaire à l'engagement des entreprises et de l'emploi, Thibaut Guilly, on a pu structurer finalement un accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. Et donc finalement, là, ce qu'on fait à travers les clubs engagés, c'est structurer une offre de service pour ces clubs qui ont déjà commencé à travailler sur ce sujet-là. Les clubs de sport, c'est le lieu où on peut repérer des personnes qui parfois ont des difficultés. C'est des lieux de socialisation aussi. Simplement, la richesse française, c'est qu'on a un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur le champ de ce qu'on appelle le service public de l'emploi. Donc il y a Pôle emploi, les missions locales, beaucoup d'opérateurs. Si on prend la partie, le verre à moitié plein, c'est un système qui est un peu complexe. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Donc les clubs, pour se repérer dans ce maquis d'initiatives, de dispositifs, c'est pas simple. Donc c'est bien l'idée de pouvoir avoir cette offre de service qui puisse permettre de se repérer, d'identifier la bonne personne au bon moment, le bon interlocuteur. Quand quelqu'un dans un club va s'adresser à son entraîneur et à cette occasion, parce qu'il n'est plus suivi par le service public et tous ces acteurs que je viens de citer,
fait part de difficultés. Comment est-ce qu'on fait le lien, je ne sais pas, des difficultés d'accès à l'emploi dues à problèmes de logement, de santé, de mobilité? Comment est-ce qu'on fait le lien avec les acteurs qui existent? C'est une illustration qui a pu être remontée dans les différents groupes de travail. Mais voilà, l'idée, c'est de structurer une offre de service. Et donc, je vais laisser peut-être, si c'est bien l'ordre prévu, qui va nous expliquer les clubs sportifs engagés, ce que sont ces clubs sportifs engagés. De ce qu'on souhaite faire. Merci beaucoup. Alors concrètement. Merci Kathleen. Concrètement, en fait, l'objet de la mission et de l'équipe qui a été constituée et qu'on appelle les clubs sportifs engagés, c'est d'accompagner tous les clubs qui sont volontaires à pouvoir déployer en fait des actions d'insertion dans le sport et d'insertion par le sport surtout, et où in fine en fait le sport est un moyen de ramener des publics vers l'emploi. C'est-à-dire finalement utiliser les valeurs du sport que chacun ici connaît parfaitement, de telle manière à participer à la grande cause nationale qui est celle de l'atteinte du plein emploi dans notre pays. Et c'est de manière incidente permettre à chaque club volontaire de pouvoir développer l'emploi en interne, problématique qui a été largement discutée aujourd'hui, ce matin notamment, sur laquelle je ne reviendrai pas. Et donc un club sportif engagé, c'est quoi? C'est tout simplement un club qui s'engage pour l'insertion professionnelle par le sport, en développant une ou plusieurs actions favorisant l'insertion professionnelle. On y reviendra juste après pour essayer de fixer un petit peu les idées sur de quelles actions on parle. Et c'est également un club qui s'engage à encourager l'emploi dans sa structure en accompagnant les membres de son club vers la professionnalisation, vers la formation, vers le service public de l'emploi, le cas échéant. Et donc le processus que nous essayons de construire en ce moment, c'est porté par Pôle emploi. Et donc dans un premier temps, on a identifié, et Jean-Philippe qui prendra la parole juste après, en fait, en connaît déjà un certain nombre. On a identifié en fait des clubs qui sont déjà acteurs de l'insertion par le sport à travers des labs. Donc les labs, c'est des endroits durant lesquels on propose à des clubs de venir partager leurs expériences pour dire nous, on a conduit telle ou telle action et voilà ce qu'on en retire et voilà ce qu'on note et voilà l'efficacité qu'on pense obtenir. Ensuite, c'est la formalisation de l'engagement du club dans l'ensemble du process via la signature d'une charte. C'est ensuite le déplacement, et ça c'est prévu pour la rentrée, le déploiement d'une plateforme numérique qui va permettre en fait de constituer et d'accompagner la communauté d'un point de vue connaissances et besoins sur le déploiement des actions. Et enfin, parce que mine de rien, si on veut passer à l'échelle, un des enjeux, c'est bien de dire comment est-ce qu'on accompagne les clubs localement parlant. Ce sont des réflexions sur la manière dont on peut accompagner localement les clubs, qui avec les fédérations, qui avec les services déconcentrés de l'État, qui avec bien évidemment l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, qui savent déjà ces choses-là parfaitement. Comment les clubs peuvent faire appel à vous? Alors, donc c'était la plateforme qui va être lancée sans doute au début du mois de juillet d'un point de vue formel. Cette plateforme-là, donc qui sera accessible dans l'écosystème numérique de Pôle emploi directement, et où les clubs pourront mentionner leur volonté de mener des actions d'insertion par le sport. Et donc, par l'intermédiaire de cette plateforme, ils trouveront des informations sur la manière dont ils peuvent mener ces actions, et ils trouveront aussi et surtout en fait des relais locaux et nationaux pour les accompagner sur le comment faire. Alors justement, ce que vous proposez. Donc, quand on parle d'action d'insertion par le sport, on a un premier bloc, on a identifié un premier bloc qui est, dans un premier temps, la formation d'un référent engagement dans le club, qui aura pour mission notamment d'être en contact avec les acteurs locaux et les expertises existantes, dont Jean-Philippe nous parlera après. Un deuxième bloc d'action où en fait le sport est utilisé pour remobiliser. Donc là, on parle de journée d'immersion au sein du club, on en parle beaucoup en ce moment.
On parle aussi de mise à disposition en fait, de créneaux pour des publics éloignés de l'emploi et être accompagnés en fait, par des coachs qui, eux, sont là pour lever les freins à l'employabilité, hein, les fameux coachs d'insertion par le sport. On parle de la mise en place de stages de remobilisation de personnes éloignées de publics éloignés de l'emploi. Et on parle également de programmes d'accompagnement de ces fameux publics à travers des dispositifs existants comme le contrat d'engagement jeune et tout ça dans un écosystème sportif. Et enfin, utiliser le sport comme catalyseur. Ça, en fait, c'est ce que Philippe Lamblin a initié depuis maintenant quelques années et qui, au demeurant, est formidable d'efficacité. C'est typiquement le stade vers l'emploi ou un job betting, mais dans un contexte sportif, puisque le contexte sportif permet de lever un certain nombre de freins dans la rencontre avec son employeur. Et donc, c'est des actions qui permettent de faire ça. Et pour terminer, vous lancez aujourd'hui officiellement ce dispositif. Oui, alors il y a déjà des actions en fait qui sont en cours, mais plutôt en fait, je dirais dans un contexte, on va dire, d'expérimentation de pilotes. C'est Pôle emploi en fait qui porte cette initiative, hein, des clubs sportifs engagés, et donc la préfiguration que nous avons fait jusque-là devrait normalement trouver sa conclusion à la fin du mois de juin, et nous devrions après pouvoir effectivement publier la plateforme, pouvoir passer à l'échelle, puisque c'est ça l'enjeu. Merci beaucoup. Jean-Philippe Assanzi, vous allez nous parler du dispositif des coachs d'insertion par le sport. Alors, avant de vous passer la parole, je vous propose de regarder une vidéo sur le Centre national d'inclusion par le sport. Le Centre national est un centre de formation de l'inclusion par le sport qui va permettre de créer le premier métier de l'insertion dans le sport et qui va former les 500 premiers coachs qui vont permettre l'insertion professionnelle de milliers de jeunes partout en France. Le coach de sport, il y a un pouvoir magique. Le jeune a confiance en lui. La méthode APELS a permis une reconnaissance de ce que le coach est capable de faire. Et aujourd'hui, ça marche. On a des jeunes qui ont intégré les plus grandes entreprises grâce aux coachs d'insertion par le sport, qui sont des coachs en fait qui viennent de clubs populaires. Mon travail consiste à former les animateurs d'inclusion par le sport et les coachs d'insertion par le sport sur toute la région Île-de-France et de coordonner ces formations sur le territoire. Aujourd'hui, la formation, elle donne des outils. Elle donne des outils aux coachs parce qu'on a depuis des années des coachs qui le font déjà, qui ont aidé des jeunes à intégrer les plus grandes boîtes, mais sans outils, de manière un peu artisanale. Aujourd'hui, avec cette formation, on donne des outils précis qui permettent aux coachs d'avoir un vrai plan de formation pour son jeune. Je viens d'un Master EOPS, entraînement et optimisation de la performance sportive. Cette formation d'AIS et de CIS, ça a pu m'apporter certaines billes et outils en plus, comme le sport transfert, dans mes séances de sport et aussi dans le monde de l'insertion. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont utiles, qu'on n'apprend pas forcément de manière très scolaire, que ce soit avec un BPGEPS, un DGEPS ou un Master, et une formation qui est qualifiante. Le fait que je sois une coach féminine, ça me permet aussi d'aller en profondeur sur certains sujets avec des filles. Jean-Philippe, comment est-ce que vous avez construit ce dispositif? Oui, vous pouvez applaudir ce dispositif et cette initiative. Depuis 10 ans, on a monté un dispositif qui s'appelle Déclic Sportif qui va chercher des jeunes dans des clubs de sport, principalement dans des quartiers compliqués, à Garges-les-Gonesse, à Marseille, à Roubaix, etc., etc. Donc, on a eu cette expérience où on va chercher des jeunes dans des clubs, on les remobilise à travers le sport, on leur redonne confiance, on identifie avec eux leurs qualités et on les emmène vers l'emploi. Et on a, par exemple, mis 600 jeunes au Crédit Agricole, une centaine de jeunes à Decathlon. Donc, on a eu cette expérience et on s'est aperçu que l'élément central, c'était l'éducateur sportif. C'est-à-dire qu'on a, notamment dans ces quartiers, parmi les meilleurs coachs du monde, qui accompagnent des gens qui vont au JO. Par exemple, à Garges-les-Gonesse, vous avez Manu Dos Santos, qui est
le coach principal du club de boxe, qui est le meilleur club de boxe féminine. Et on s'aperçoit que ces coachs, ils ont à la fois un pouvoir de captation et ils sont en capacité d'aller chercher des jeunes qui sont, hélas, plus forcément repérés par le service public de l'emploi. Donc, ça fait le lien avec les clubs s'engagent, c'est-à-dire que ces coachs, c'est à la fois reconnaître des gens qui font ce travail depuis des années, leur donner un métier, puisque c'est validé par France Compétences, et puis c'est aussi d'aller beaucoup plus loin dans le métier. Manu Dos Santos, il va capter ces jeunes, il est capable de parler à un DRH, il est capable de parler au Pôle emploi, aux missions locales, donc il connaît l'environnement de l'emploi et il est en capacité d'accompagner ces jeunes, puisque c'est de parcours qu'il faut parler. Vous allez les capter, vous les accompagnez. Une fois qu'ils rentrent dans l'entreprise, il y a encore un travail à faire. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ambiance favorable. Il y a des fédérations qui se sont engagées. Il y a le service public de l'emploi, c'est quand même pas banal, puisque le PIC, on le disait ce matin, je crois que c'est plus de 40 millions qui ont été attribués à des actions sportives. Donc on est au balbutiement de quelque chose d'exceptionnel. Et ce coach, ce métier, il y en aura sans doute d'autres. C'est le point culminant qui va faire que ça va pouvoir, que les histoires vont pouvoir se raconter partout en France. Donc on en a formé 540 avec une dizaine de fédérations. Il faut évidemment aller beaucoup plus loin puisque on considère qu'un coach, c'est une quarantaine de jeunes accompagnés. Donc 1 millier de coachs, c'est 40 000 jeunes. Donc voilà le formidable projet qu'on a tous ensemble et on est très heureux de le présenter ici et on est ouvert justement à le partager. Merci Monsieur Assanzi. Je vous remercie tous les trois. Je vais vous inviter à redescendre. Vous pouvez les applaudir.